Ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être des introductions, pour une partie, en tous les cas, des choses qu'on dira qui seront nécessaires aussi pour la suite. Donc il faut essayer de bien comprendre et de retenir les points dont on va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem. On va parler, comme vous le savez, des halachot shvi'it, des lois de la Shemitah. Alors, il y a plein de questions qui se posent. Il y a une femme qui m'a téléphoné aujourd'hui qui m'a dit on ne sait pas quoi faire dans les magasins, on ne sait pas quelle recherche prendre, quoi faire, etc. Est-ce que vous pouvez me donner un cours de shvi'it? Alors, on va essayer de parler un petit peu de cela. Et j'aimerais bien, en introduction, vous dire, vous me connaissez, je pense, suffisamment pour savoir que je ne suis pas un politicien et que je ne pense pas que la halakha elle doit être liée d'une façon ou d'une autre à la politique. Et si, dans notre vie, on a tout politisé et qu'on ne peut plus parler de rien sans être déjà introduit dans la politique, sachez que ce n'est pas du tout le cas. Donc s'il y a des fois où on va devoir parler de Eter Mechira, de choses de ce genre-là, et où on va dire des choses qui peut-être ne sont pas acceptées dans d'autres endroits, alors bon, il faut savoir en tous les cas qu'on vient étudier la halakha de la façon la plus honnête possible. Alors commençons par le commencement. Les fruits et les légumes qui ont poussé à une certaine période de l'année en Eretz Israël, une période qui tourne autour de la 7e année dans laquelle nous sommes, ils sont Kdoshim Bigdushat Shvi'it. Ça veut dire qu'ils sont concernés ils ont une certaine sainteté qui est la sainteté de la Shvi'it. Et pendant cette 7e année, il y a énormément de halachot. On n'a pas le droit de labourer le champ, on n'a pas le droit, dans certains cas, d'arroser, il y a des cas dans lesquels on autorise. C'est des sujets, Bezrat Hashem, dont on parlera. En tous les cas, de semer son champ, par exemple, de faire pousser des choses, ça c'est sûr que pendant la 7e année, c'est complètement interdit. Maintenant, les fruits et les légumes qui ont poussé pendant la 7e année. Est-ce qu'on a le droit de les consommer ou pas? Est-ce qu'ils ont de la Gdushat Shvi'it ou pas? Et on va voir en quoi ça va nous concerner à la Halakha Maaseh. Alors il faut savoir, commençons par les fruits. La plupart des fruits, pour ne pas rentrer maintenant dans les détails, la plupart des fruits, on considère qu'ils ont une Gdushat Shvi'it, c'est-à-dire ils appartiennent à la Shvi'it, dans la mesure où ils sont arrivés à un tiers de leur pousse pendant la Shvi'it. Prenons un exemple. Aujourd'hui, je vais au supermarché, je trouve des pommes. Et je me dis, quelle recherche je vais prendre, machin, Eter Mechira, truc. C'est pas la peine de se poser des questions. Les pommes qui aujourd'hui se trouvent au supermarché, on peut être certain qu'il y a un mois et demi, avant Rosh Hashanah, avant qu'on rentre dans la 7e année, c'est certain que ces fruits-là sont déjà arrivés à un tiers de leur pousse. Donc bien qu'ils continuent à grandir encore pendant la 7e année, si par exemple on cueille une pomme aujourd'hui, c'est sûr qu'elle a eu un mois pour encore plus pousser, peu importe. Ce qui va fixer qu'un fruit va appartenir à la Shvi'it, ce n'est pas s'il a poussé un petit peu pendant la 7e année, ça ne nous intéresse pas. Concernant les fruits, la seule chose qui va être déterminante, c'est de savoir à quel moment ce fruit est arrivé à un tiers. D'accord? Par contre, quand est-ce que ça va nous concerner? La 8e année. Cette année, Baruch Hashem, on va être à peu près tranquille avec les fruits. Quel va être le problème? Les fruits qui vont arriver au tiers de leur maturité pendant cette année-là. Cette année-là, la 7e année, il y a des fruits qui vont pousser et qui vont arriver au tiers de leur maturité pendant la 7e année. On a dit que qu'est-ce qui va fixer l'appartenance d'un fruit à la Shvi'it ou pas? C'est quoi? C'est le moment où il arrive au tiers. S'il arrivait au tiers pendant la 7e année, bien qu'ensuite on va le cueillir pendant la 8e année, peu importe, ça appartiendra toujours à la Shvi'it. Vous avez compris? Donc voilà pourquoi, pour l'instant, quand on va dans les supermarchés et qu'on veut acheter des pommes et qu'on veut acheter tout type de fruits, les fruits, pour l'instant, on peut être sûr que les fruits qu'on va cueillir maintenant, le moment auquel ils sont arrivés à un tiers, c'était pendant la 6e année et non pas pendant la 7e année. Et donc, ce n'est pas la peine de se poser le problème. C'est clair pour l'instant? Ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'arroser, ça ne veut pas qu'on a le droit de faire pousser des pommes pendant cette année. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire tout type de travaux dans les arbres pour les pommes. Je n'ai pas dit ça. Vous avez compris ou pas ce que je veux dire? Vous avez compris ou pas? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit juste que les pommes qu'on cueille maintenant, si jamais ils sont arrivés à un tiers de leur maturité pendant la 6e année, ils ne sont pas concernés par Gdushat Shvi'it. C'est clair? Donc les fruits, si on reprend, les fruits, ce qui va leur donner une appartenance à Gdushat Shvi'it, la plupart des fruits, c'est lorsqu'ils sont arrivés, c'est à quel moment ils sont arrivés à un tiers de leur maturité.
D'accord? Et c'est pour ça, je répète, vous me répétez encore une fois, je répète, c'est pour ça que l'année prochaine, la 8e année, on ne pourra pas se dire c'est bon, il y a eu Rosh Hashanah qui est passé, maintenant on est dans la 8e année, on oublie complètement la Shvit. C'est pas vrai, parce que les pommes qui seront en vente au début de la 8e année en tous les cas, quand est-ce qu'ils sont arrivés à un tiers? Pendant la 7e année, et donc ils sont concernés par Gdushat Shvit. Ça c'est dans les grandes lignes ce qui concerne les fruits, la plupart des fruits. Concernant les légumes, et la plupart des légumes, ce qui va déterminer, c'est le moment auquel on cueille le légume. Ça veut dire, si j'ai cueilli un légume la 6e année, c'est clair qu'il n'y a aucun problème, même si je le trouve dans le supermarché à la 7e année. Si je cueille le légume pendant la 7e année, bien que le tiers de la maturation est arrivé pendant la 6e année, peu importe. On va d'après le moment où on cueille. Concernant les Ilchot Maaser aussi, c'est comme ça. Est-ce que le fruit, on considère qu'il appartient à la 3e année ou à la 4e année pour Maaser Ani, Maaser Sheni? Ce n'est pas notre sujet maintenant, c'est assez compliqué comme ça. D'accord, c'est clair? Non, on peut répéter pour les légumes. Pour les légumes, c'est le moment où on cueille. Donc je prends un exemple. L'année prochaine, il va y avoir Rosh Hashanah, Achot Ketana, etc. Et puis, le lendemain de Rosh Hashanah, pendant la Seret Yemei Teshuvah, vous allez cueillir une tomate. Donc vous savez très bien que la tomate que vous allez cueillir le lendemain de Rosh Hashanah, de la 8e année, quand est-ce qu'elle a poussé? La 7e année. Alors on va d'après le moment où on l'a cueillie. Puisqu'on l'a cueillie pendant la 8e année, elle n'est pas concernée par la Shemitah et donc il n'y a pas de problème. Vous avez compris? Hein? Tous les légumes, voilà. Pour l'instant, on va dire comme ça, tous les légumes. Après, il y a des choses comme la tvoua, par exemple, le blé. Ça va dépendre beaucoup de est-ce que c'est arrivé au tiers avant ou est-ce que c'est pas arrivé au tiers. Ça, c'est Minatora. Ça, c'est Minatora concernant la halakha telle qu'elle aurait dû être en principe. Maintenant, Chachamim sont venus. Et ça, c'est un coup vraiment vache. Ça veut dire vraiment qui va beaucoup nous embêter. Mais c'est une takanat Chachamim qui va être vrai jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ce qui s'appelle Isur Sfichin. Vous avez entendu parler? Une nouvelle Gzera, une Gzera de Chachamim, qui va tout compliquer énormément concernant les légumes, concernant les kitniot, concernant le blé. Ça s'appelle Isur Sfichim. C'est quoi Isur Sfichim? D'après la Torah, quelque chose, on a dit, un légume par exemple qui a été semé la veille de la Shvit, et que je cueille pendant la Shvit. Est-ce qu'il est kadosh b'kedushat Shvit? On a dit? Mais j'ai le droit de le manger ou j'ai pas le droit? D'après la Torah. D'après la Torah. Minatora. On a le droit, simplement il est kadosh b'kedushat Shvit. On va voir exactement en quoi ça joue. Vous avez compris ou pas? Non, je parle de légumes, pas de fruits, de légumes. Encore une fois, je reprends. Les fruits, ce qui dépend, est-ce qu'un fruit appartient à la Shvit ou pas, c'est à quelle année il arrivait au tiers de maturation. C'est uniquement dans le cas où il arrivait au tiers de maturation pendant la 7e année qu'on considère qu'il est kadosh b'kedushat Shvit. Hein? Alors, il y a des listes qui vont être distribuées à chaque moment et où on verra exactement. Hein? Oui, non, mais ça, vous allez voir, il va y avoir des listes qui vont être distribuées dans tous les journaux, dans tous les machins, ne vous inquiétez pas. Maintenant, les légumes, qu'est-ce qui va déterminer pour les légumes? C'est la cueillette. C'est-à-dire quoi? Quand je cueille un fruit pendant la 7e année, eh ben, il est kadosh b'kedushat Shvit. Si je le cueille la 8e année, peu importe quand il a poussé, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où je le cueille. Ça, c'est Minatora. Ça, c'est la halakha telle qu'elle aurait dû être. B'kedushat Shvit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le consommer? Non, voilà. Revenez ouais, vous avez raison parce que sinon on va s'embrouiller. Ça veut dire quoi que c'est kadosh b'kedushat Shvit? Rien de méchant. C'est assez compliqué, mais pas méchant. Ça veut dire quoi que c'est kadosh b'kedushat Shvit? Ça veut dire qu'il va y avoir plein de halachot qui vont concerner ce fruit. Le manger, j'ai le droit. J'ai le droit de manger un fruit qui est kadosh b'kedushat Shvit. Il y en a un qui m'a téléphoné l'autre fois. Il me dit, moi j'ai un petit jardin comme ça, devant ma clinique, et j'ai un arbre là-bas qui donne des fruits. Il me dit, moi j'ai entendu qu'on pouvait vendre le jardin à un goy, de sorte à ce qu'on ait le droit de manger les fruits. Je lui dis, si tout ton problème c'est de pouvoir manger les fruits, tu peux les manger même sans vendre à un goy. Pourquoi tu veux vendre à un goy? Cueillir un fruit, on a le droit. Alors bien sûr, il y a des halachot. Comment on cueille, quelle quantité? Si maintenant il va cueillir des tonnes entières, ça on n'a pas le droit, mais on rentrera dans ces détails. Mais cueillir de quoi manger, comme ça, cueillir quelques pommes, surtout si ce n'est pas un professionnel qui ne sait pas cueillir de façon professionnelle, qui cueille stam comme vous et moi cueillerons, ça, il n'y a pas de problème. Donc des fruits qui sont kadosh b'kedushat Shvit, on a le droit de les manger. Ça, c'est un truc qui est important à savoir. Par contre, on n'a pas le droit de commercer avec. On n'a pas le droit de commercer avec, ça veut dire, j'ai pas le droit, il y a des cas où on autorise. Mais donc, pour l'instant, on parle vraiment de grandes lignes. Hein. Je vous dis, pour l'instant, on reste dans les grandes lignes.
On n'a pas le droit de commercer, c'est-à-dire on n'a pas le droit de se faire de l'argent avec, avec ça. C'est-à-dire si par exemple cet élève, il veut maintenant cueillir tous les fruits de son arbre dans l'intention de les vendre à un prix élevé, il n'a pas le droit. Donc manger, on a le droit, commercer, on n'a pas le droit, abîmer, on n'a pas le droit non plus. C'est-à-dire si je décide de prendre ces pommes et que je décide de les jeter à la poubelle, je n'ai pas le droit. Alors comment on va faire, c'est tout ce qui va être intéressant, toute l'histoire de comment ils vont faire les femmes dans leur cuisine, et les hommes aussi d'ailleurs, et les enfants aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec les fruits qui sont kadosh b'kedushat shvit? D'accord, vous avez compris? Donc, voilà dans les grandes lignes, pour l'instant, à nouveau, on est vraiment dans les grandes lignes. Donc voilà ce qui est kadosh b'kedushat shvit. Donc si par exemple, je cueille des tomates en Israël, alors qu'il n'y a pas eu de Heter Mechira, je cueille des pommes, je cueille, excusez-moi, des tomates dans mon jardin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ces tomates? Elles sont kadosh b'kedushat shvit. Pendant la 7e année, elles sont kadosh b'kedushat shvit. J'ai le droit de les manger ou pas? J'ai le droit. Si je les cueille le lendemain de la 7e année, au début de la 8e année, il n'y a pas kedushat shvit. Et donc j'ai le droit de les vendre, j'ai le droit de les jeter à la poubelle. Je ne parle pas de baltachrit, mais en tous les cas, il n'y a pas de ce problème-là. C'est clair? Ça, c'est le din tel qu'il est, tel qu'il devrait être. Maintenant, Chachamim sont venus et ils ont institué une takana. Laquelle? À l'époque, il y avait malheureusement beaucoup de personnes, des fauteurs, qui s'amusaient pendant la 7e année à semer leurs champs. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas envie de perdre d'argent, entre guillemets, donc ils semaient leurs champs. Et quand ils prétendaient qu'ils voulaient vendre leurs tomates, par exemple, ils disaient non, je les ai semés avant la Shvit. Ou alors c'est d'eux-mêmes, c'est tombé tout seul. Mais Kitsour, ils se moquaient du monde. Et c'était fréquent à l'époque. C'est pour ça que Chachamim sont venus et on dit il y a Issour Sfichin. C'est quoi Issour Sfichin? Tous les légumes qu'on trouve dans un champ pendant la 7e année, alors qu'on aurait eu le droit de les manger, c'était juste que Kedushat shvit, si on les cueille pendant la 7e année, on les interdit complètement à la consommation. Ça, je vous demande, si vous n'avez pas compris ça, on va un petit peu plus rentrer dans les détails, mais si vous n'avez pas compris ça, on ne pourra pas continuer. C'est que pour... Alors, je vais répéter. Les laitues, par exemple. Est-ce qu'il y a des arbres qui donnent des laitues? Non. Même dans les dessins animés, ça n'existe pas. Donc, les laitues, comment ça se passe? On plante une graine, c'est comme ça que ça se passe ou pas? Si je ne m'aventure pas trop, on plante une graine, et puis ça donne une laitue. Les arbres, c'est pas comme ça. Les pommes, chaque année, elles poussent. C'est pas la peine à chaque fois de replanter un nouvel arbre. Il y a fait. Dans les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Même les Rechaïm, ils n'allaient pas planter un pommier chaque année. Donc, quand ils avaient des champs de pommes, ils ne faisaient pas des avérotes de venir maintenant planter pendant la 7e année. Donc, on a dit les pommes, on laisse la halakha telle qu'elle était. Par contre, quel était le problème? C'est que les laitues de la 6e année, ils les avaient déjà complètement liquidées, vendues. Et maintenant, ils disaient, on va perdre de l'argent. Pendant une année, il n'y aura pas de laitue. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? En pleine nuit, ils se cachaient, ils allaient planter des laitues. Et comme ça, pendant toute la 7e année, ils vendaient des laitues. Et quand on leur disait, mais comment ça se fait que vous avez des laitues? Ils disaient, non, c'est des laitues de la 6e année. Donc, pour ne pas en venir, vous avez compris ou pas? Pour ne pas en venir à cela, Chachamim m'ont dit, toutes les laitues qu'on voit maintenant, ça s'appelle Issour Sfichin. Et donc, une laitue qui pousse pendant la 7e année, même si jamais la graine a été mise avant la 7e année, même si tout ce que vous voulez, ça devient interdit. Je précise juste que si la laitue elle a commencé à pousser un peu avant la 7e année, par exemple, je suis passé près du champ avant Rosh Hashanah, et j'ai vu que ça avait déjà commencé un petit peu à pousser. Or ça, d'après beaucoup de poskim, pas d'après tous, mais en tous les cas, d'après le Chazon Ish, d'après le Rav Ovadia, on considère que ce n'est pas inclus par Issour Sfichin. Vous avez compris? Donc tous les légumes qui ont commencé à pousser avant la 7e année, bien qu'on les accueille pendant la 7e année, est-ce qu'ils ont kadosh kedushat shvit? Oui, parce qu'ils ont été cueillis pendant la 7e année, mais ils ne sont pas complètement interdits à cause de Issour Sfichin. Venez, on prend des exemples tout de suite, immédiatement. Vous allez, le lendemain, écoutez bien, Naomi, le lendemain de Rosh Hashanah, on était déjà dans la 7e année, vous avez été au supermarché, et il y avait là-bas des tomates. Déjà, les tomates, c'est le truc qu'on a fait en à l'oreille, c'est un fruit en légume. Les tomates, c'est un légume. Un légume, et ça pousse vite. Non, c'est considéré comme un fruit en général dans le français. Quoi. Ah non, c'est Boré Péré Adama,
Peri Adama, oui, c'est un fruit, d'accord, je ne contredirai pas. C'est un fruit de la terre. Donc, est-ce que vous faites. Donc encore une fois, vous cueillez une tomate le lendemain de Rosh Hashanah. Alors, est-ce qu'il y a Kedushat Shvi'it? Oui. Il y a fait. Est-ce qu'il y a un Issour Sfichin ou pas? Pourquoi non? Voilà, on peut être sûr que si on l'a cueillie pendant la 7e année, c'est qu'avant la 7e année, elle avait déjà pas mal poussé. Vous êtes d'accord? Voilà, très très bien. Le éther, voilà. Vous avez compris? Donc regardez, écoutez bien, parce que ça commence maintenant à devenir déjà assez pratique. Sfirin, c'est l'appellation de ces choses-là, des choses qui poussent d'elles-mêmes. Venez, on reprend Halakha le Maaseh. Quand les gens me téléphonaient 2 jours après le début de Rosh Hashanah, 2 jours avant Rosh Hashanah, et qui me disaient est-ce qu'on peut manger les tomates ou pas? Là, c'est sûr que les tomates de 2 jours après Rosh Hashanah, elles n'ont pas été cueillies, après Rosh Hashanah. Donc là, il n'y avait aucun problème, il n'y avait même pas de problème de Kedushat Shvi'it. Non, elles n'ont pas été cueillies non plus. Non, la question c'est voilà, c'est Kedushat Shvi'it. Maintenant, quand on est déjà 2-3 semaines après Rosh Hashanah, est-ce que dans les pommes il y a un problème, un journaux? Est-ce que dans les pommes il y a Kedushat Shvi'it? Réfléchissez bien, hein? Si je cueille une pomme, pas une pomme de terre, une pomme. Je cueille une pomme. C'est arrivé un tiers quand? Non, quand la pomme que je cueille le lendemain de Rosh Hashanah de la 7e année. Quand est-ce qu'elle arrive à un tiers? 6e année. Donc est-ce que j'ai le droit de la jeter à la poubelle? Oui. Tout le monde est d'accord ou pas? Non, je vous demande, si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites. Parce que... Est-ce qu'elle a un statut quand même de Kedushat Shvi'it? Non. Les fruits, on a dit. Le Kedushat Shvi'it, ça va dépendre de ce que ça arrive à un tiers ou pas. C'est pas arrivé à un tiers pendant la Shvi'it, ça m'est égal. D'accord? Quand est-ce que ça arrive à un tiers? Pendant la 6e année. C'est ce moment-là. C'est-à-dire, vous êtes avec un tampon. Ouais, vous avez un tampon de Hercher, d'accord? Hercher journaux, par exemple. Vous avez votre tampon. Imaginez-vous ça comme ça. Vous regardez, c'est arrivé, au moment où c'est arrivé au tiers, vous avez mis un tampon. Après, ce tampon, vous ne pouvez plus le changer. Il est indélébile. Donc, à quel moment vous avez mis le tampon sur c'est arrivé à un tiers? Sur le fruit? Pendant la 6e année. Donc, il y avait écrit tampon, 6e. Tampon, cachère, sans suivi, sans rien du tout. Vous comprenez ou pas? Maintenant, la pomme que vous allez cueillir la 8e année, au début de la 8e année. À quel moment vous avez mis votre tampon, c'est arrivé à un tiers? Pendant la 7e. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, c'est Kadosh Kedushat Shvi'it. Maintenant, Le Issour Sfichin, ça ne concerne pas les fruits. Voilà. Ça concerne... Pardon? Tous les pommiers, ils n'ont pas été plantés en même temps, par exemple. D'accord, c'est pour ça qu'il va y avoir des moments de... Les pommes de où ça... terre, les pommes de terre. Pour les calendriers. Ouais, la calendrier, on va voir à peu près, c'est à peu près, la récolte, c'est en général à peu près au même moment, la récolte et chaque fruit par rapport à son climat, par rapport... Maintenant, regardez. Donc, on a bien compris pour les pommes. Maintenant, les pommes de terre. J'achète une pomme de terre le lendemain de Rosh Hashanah. Je peux être sûr que quand est-ce qu'elle a été cueillie? Pendant la 6e année. Donc, est-ce qu'il y a une Kedushat Shvi'it ou pas? Non. Je peux jeter à la poubelle ou pas? Il a fait. Maintenant, 1 mois après Rosh Hashanah, maintenant par exemple, je vais dans un magasin, je viens acheter une pomme de terre. Est-ce que je peux être quasiment certain qu'elle a été cueillie après Rosh Hashanah? Oui. Ah voilà, disons par exemple des tomates. Les tomates, je peux être sûr que celles qui sont maintenant, en général, on ne les met pas au réfrigérateur pendant des mois entiers. Donc celles que j'ai maintenant, en général, d'où est-ce qu'elles viennent? Elles ont été cueillies pendant la 7e année. Donc, a priori, il y a une Kedushat Shvi'it. Est-ce qu'il y a un problème de Sfichin? Pourquoi non? Ça met trop de temps. Ça pourrait pas... Voilà, parce que si maintenant, je les trouve dans le supermarché, ça veut dire que avant Rosh Hashanah, il y avait déjà un petit quelque chose. Ce n'était pas qu'une graine. Ça avait déjà commencé à sortir un petit peu de la terre. D'accord? Ça n'a pas été semé pendant la 7e année, c'est ça le truc. Voilà, elles n'ont pas été semées. Et on peut être certain qu'elles n'ont pas été semées parce qu'on peut être certain qu'elles ont commencé à pousser avant. Très bien. D'accord? On a bien compris. Donc, Sfichin. Pardon? Voilà. C'est quoi? Ah voilà, dans 3 mois, si vous voyez les tomates. À nouveau, ça aussi, il va y avoir, il va y avoir des listes, etc. Où il va y avoir écrit à partir de quand on commence à être recherche. Mais disons que dans quelques mois, c'est sûr que toutes les tomates que vous verrez, c'est des tomates qui viennent d'Israël, qui viennent de Juifs d'Israël, vous pouvez être sûr que c'est Sfichin.
Et donc, c'est interdit au moins à la consommation. Est-ce que c'est interdit d'en profiter? Après, on parlera des fleurs, Bezrat Hashem, des fleurs qui ont été cueillies pendant la Shvit. On parlera de tout ça. En tous les cas, la consommation, c'est sûr que c'est interdit. Donc, vous avez compris, ça, c'est le grand problème qu'on a. De quoi? Interdiction de choses qui ont poussé d'elles-mêmes, de légumes qui ont poussé d'elles-mêmes, de, je ne sais pas comment on dit sfirin, de la pousse, ouais. C'est fiar et tzircha lo tiktsor, c'est ce qui pousse. Vous avez compris? Vous avez compris ce inyan-là? Donc, Si ça a été semé la 7e année, ça pose problème et ça interdit. si c'est de semer la 7e année, c'est vadaï que c'est assour. Mais même si quelque chose a été semé la veille, par exemple, la 7e année, la veille. Donc, est-ce que j'ai eu un issour, moi, de semer quelque chose de 3 jours avant la 7e année? Je n'ai pas eu de issour. Mais par contre, malgré tout, les Chachamim m'ont interdit. Parce qu'il y a des gens qui semaient pendant la 7e année et qui faisaient semblant qu'ils avaient semé la veille. Donc, même la veille, on interdit. Même la veille de la Shvit, on interdit tant qu'on n'est pas certain que ça arrivait, que ça commençait à pousser avant l'entrée de la 7e année. Juste semer pendant la 7e année et cueillir pendant la 8e année, par exemple. C'est bon? Non, on n'a pas le droit de semer la 7e année. C'est un issour de Braïta. Enfin, de Braïta. Ou... D'accord, ça c'est le pire. Ça c'est la Agdama. Semer la 7e année, c'est complètement interdit. Même si je ne compte pas vendre, et même si je ne compte pas jeter, même si je ne compte pas manger. Dans le cas que vous avez dit 30 jours après Rosh Hashanah, je n'ai pas compris. On est sûr que ça a été semé la 6e année. Si on est sûr que ça a été semé la 6e année, alors c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon parce que. On est sûr que c'est semé la 6e année. Voilà, parce que même les ouvriers à Vera, ils ne pouvaient pas se moquer du monde. Parce que ça met un certain temps. Voilà, vous comprenez Le problème, ça se pose après, les mois d'après. ça se pose les mois où c'est possible, vous comprenez, les mois où ça a pu, où ça a commencé à pousser pendant. Croire que ça peut être semé en fait à la 7e année. Voilà. Vous avez compris c'est quoi les sfirin? Donc il faut bien que ce soit clair ce terme parce qu'on va s'en servir, vous allez voir, ça va être très important. Donc sfirin, c'est ça qui nous fait les plus grands problèmes pendant la Shvit. Parce que s'il y a Kedushat Shvit ou il n'y a pas, ça ne nous dérange pas. Alors il y a, d'accord, on va apprendre comment faire pour manger des choses qui sont Kadosh Kedushat Shvit. Au contraire, c'est un grand sroud de manger des fruits qui sont sains de Kedushat Shvit. C'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est les légumes. Parce que dans les légumes, il y a un moment à partir duquel, c'est pas simplement qu'il va y avoir une Kedushat Shvit, c'est qu'il va y avoir une Kedushat Shvit, mais qui vont être interdits à la consommation, à cause de ce fameux Issour Sfirin. D'où le problème qui va se poser. Alors comment on fait, comment on va s'arranger pendant une année pour manger des légumes? Comment on va pouvoir s'en sortir? Et je vous répète, je ne suis pas rentré du tout dans tous les détails de Sfirin. D'accord? Je ne suis pas rentré dans les détails, ce sera un sujet à part. Mais dans les grandes lignes, vous avez bien compris c'est quoi le problème de Sfirin. Joy a demandé pourquoi on n'a pas été gozer Issour Sfirin dans les arbres fruitiers. Vous avez compris ou pas? Je l'ai dit à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'un arbre est déjà sur pied. Et donc, On ne peut pas le planter. voilà. Les ouvriers à Vera, ce qu'ils faisaient, c'est les tomates, ils allaient les semer, parce qu'ils savaient que chaque année, ils avaient besoin de semer à nouveau. Un arbre, ça y est, l'arbre, il faut attendre du temps, et puis, d'accord. Alors maintenant, on rentre dans Halakha Lema, c'est vraiment, quelles sont les solutions qu'on a? Ouais, si ça pousse très vite, c'est possible que ça soit déjà sfirin, ouais. De toute façon, ce que je comprends pas, excuse-moi, mais si vous dites que le principe pour les légumes, c'est l'interdiction, ce qui est important, c'est le moment où on le cueille. Non, ça c'est concernant Kedushat Shvit. Concernant Kedushat Shvit, si je le cueille pendant la Shvit, il est kadosh. Bah, c'est la même chose que le Issour Sfirin, ça veut dire qu'on a Non. Non, Sfirin, c'est que j'ai le droit de manger un légume pendant la 7e année que s'il a commencé à pousser avant la 7e année. Vous avez compris? Non, je suis d'accord, mais ça confirme le principe déjà qu'on a dit Non, parce que le principe, il disait juste... que le fruit, ça bouche à Shvit, c'est le moment où on le cueille. Donc ça, c'est le principe. Mais à titre exceptionnel, on peut quand même prendre ces fruits-là pendant la 7e année si on sait que Mais ça a non. été fait avant. Non, parce qu'un fruit qui est cadeau de Shvit, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le manger, je vous ai dit. On a le droit de le manger. Un fruit qui est cadeau de Shvit, j'ai le droit de le manger. Un fruit qui a, par exemple, ça fait déjà 5 mois qu'il a commencé à pousser. On a le droit Et moi, je le cueille... Attends une seconde, juste, ce légume. Et je le cueille pendant la 7e année. J'ai le droit de le manger ou pas? Non. Quoi, non? Il a commencé à pousser 5 mois avant la 7e année. Et je le cueille pendant la 7e année. J'ai le droit de le manger ou pas? Oui, simplement il y a dessus une étiquette, Kadosh, Bigdushat, Shvit. D'accord? Bon, si jamais il a commencé à pousser, par exemple, un jour avant Rosh Hashanah, et donc avant Rosh Hashanah, on ne le voyait même pas encore, celui-là, quand je vais le cueillir pendant la 7e année, il va être Kadosh, Bigdushat, Shvit, mais je n'aurai pas le droit de le manger. Vous avez compris? Ça, c'est l'interdiction de Sfirin. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile, on n'est pas habitué à cette idée-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger du tout de légumes C'est à partir l'interdiction du moment
Alors voilà, alors ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? On y arrive tout de suite, ne vous inquiétez pas, on va essayer de proposer des solutions. Hein? Voilà, pour les légumes. Alors maintenant, regardez, venez, on essaye de se lancer maintenant dans la Khalema assez. Quelles sont les solutions qu'on connaît pendant la Shvi'it? On va réfléchir ensemble. Les questions qu'on va devoir se poser quand on va acheter des fruits ou des légumes. C'est premièrement, est-ce que j'ai le droit de le manger, bichlal ou pas? Deuxièmement, si j'ai le droit de le manger, est-ce qu'il est cadeau bikdushat Shvi'it ou pas? Ce qui va vouloir dire s'il est cadeau bikdushat Shvi'it que je dois faire attention à plein de choses. Ou est-ce que bichlal, j'ai le droit de le manger tranquillement? Alors venez, on commence. Quand vous allez au supermarché, il y a des endroits où il va être écrit Mishana Shishit. D'accord? Totseret Shishit, c'est-à-dire ça vient de la 6e année. Alors, que ce soit des fruits ou que ce soit des légumes, il n'y a pas de problème. Si jamais ça a été cueilli pendant la 6e année, que ça a poussé pendant la 6e année, en shumbaya. Pourquoi? Non, c'était cueilli pendant la 6e année. Oui. Si c'était cueilli 6e année, ça c'est génial. Donc, première solution, là où vous ne vous posez aucune question, vous payez comme vous voulez et vous mangez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, c'est quoi? C'est le Shana, c'est ce qui vient de la Shana Hashishit, qui a été cueilli pendant la Shana Hashishit. D'accord? Donc ça, vous êtes tranquille? Bien fait. Ça, c'est la première solution. Et grâce à ça, on n'a aucun ni sfichin, ni rien du tout. Il n'y a aucun problème. En Kedushat Shvi'it, en Shum Davar. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est que bientôt, on ne pourra plus amener des choses qui proviennent de la Shishit. On va bien être obligé d'amener des choses qui proviennent de la Shvi'it. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Il y a une solution très simple. C'est d'amener des choses de Chutz La'aretz. Alors, il y a des choses qui sont Chutz La'aretz, par exemple. Il paraît qu'il y a la Shemitah dernière, en tous les cas, je ne sais pas si cette année c'est vrai, il y a un milliardaire de France. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque semaine, il commande un avion, il achète des cartons de fruits et de légumes et il les envoie au Rav Steinman. Comme ça, Rav Steinman, il a le droit de manger. Lui, il ne boit même pas de thé. Lui, quand il boit son thé, c'est un verre d'eau. Je ne sais pas ce qu'il fait avec tous ces fruits et légumes. Mais en tous les cas, lui, il a le sroud de donner au Rav Steinman des fruits et des légumes qui viennent de France. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'y a aucun problème? Aucun problème. La Shvi'it, ça concerne Eretz Israël, ça ne concerne pas la France. Donc, le Rav Steinman... D'accord, donc le Rav Steinman... Oui, allez, retour, on fait ping-pong. Donc, le Rav Steinman, lorsqu'on lui amène ces fruits et légumes qui viennent de Chutz La'aretz, est-ce qu'il peut être sûr qu'il n'a aucun problème? Ni sfichin, ni kedushat shvi'it, ni rien du tout. Il peut les manger normalement. Simplement, il paraît qu'ils sont moins bons. Mais il s'en fout, lui, le Rav Steinman. D'accord, c'est clair? C'est clair ou pas? Donc ça doit être clair. Quand il y a écrit quelque chose qui vient de Chutz La'aretz, on est tranquille aussi. Maintenant, il y a une autre possibilité qui existe aussi et dont on a recours quelquefois. C'est d'acheter des fruits ou des légumes qui appartiennent à des non-juifs en Israël. Je ne parle pas encore de Heter Mechira. Je parle de tout type d'endroits comme ça, de villages arabes par exemple, qui se trouvent qui se trouvent en Israël. Donc géographiquement parlant, ce n'est pas la France, c'est Israël. Simplement, ces terres, elles appartiennent au tabou et elles appartiennent à qui? À un non-juif. Est-ce que ces fruits-là et ces légumes-là, on considère que, puisque ça appartient à un non-juif, il n'y a pas de problème? Ou est-ce qu'on considère que non, comme malgré tout ça en Israël, il y a un problème? Vous avez compris la problématique? Alors, Halakha le Maaseh, c'est une très grande machloket entre le Bet Yosef c'est le Shulchan Aruch, l'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, et le Mabit. Le Bet Yosef, lui, il dit que non, dès lors que ça appartient à un non-juif, on peut autoriser, on peut considérer que ça appartient à un non-juif, et donc que ce n'est pas Kadosh Bikdushat Shvi'it, et donc on peut les acheter, on peut commercer, on peut jeter, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça c'est l'opinion du Bet Yosef, du Shulchan Aruch, de Rabbi Yosef Karo. Le Mabit, et son fils le Maharit, et c'est comme ça que le Chazon Ish va être posek, ils disent c'est pas vrai. Ils disent quelque chose qui appartient à un champ qui appartient à un non-juif, mais qui se trouve en Israël, eh bien, il y a de la Kedushat Shvi'it. Ça ne commence pas de ces poskim, ça commence déjà de la Gemara, et c'est une marloquette de savoir, est-ce que le non-juif, il a une appartenance suffisamment importante dans les terrains en Israël, pour qu'on puisse considérer que ça y est, c'est plus Israël en quelque sorte, ça appartient maintenant vraiment à un non-juif. Vous comprenez ou pas la problématique? Donc, Halakha le Maaseh,
c'est une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Chazon Ish. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le Minhag Yerushalayim, comme ça, beaucoup de poskim écrivent que c'est le Minhag Yerushalayim. Le Minhag Yerushalayim, c'est de faire comme le Shulchan Aruch, comme le Bet Yosef. Ça veut dire que la plupart des gens à Yerushalayim, par exemple l'Aïda Haredit, si vous allez dans un magasin où il y a des Hersherim de l'Aïda Haredit, et bien souvent ils procèdent à ça. Ils font venir des tomates de villages arabes. Ils considèrent qu'étant donné que ça appartient à des Arabes, donc il n'y a pas de Kedushat Shvit. Et donc ces fruits-là, on peut les acheter, on peut les commercer, on peut les manger, on peut les jeter, on peut faire ce qu'on veut avec. Hein, voilà, Yivul Nochi. Et ça, est-ce qu'il y a un problème de sfirin ou pas dans les légumes? Il n'y a pas. Pourquoi? Tous les sources sfirin, ils concernent que les juifs. Pourquoi? Parce que les juifs, ils en venaient à semer la terre pendant la Shvit. Est-ce qu'un non-juif il a le droit de semer une terre pendant la Shvit? Il n'a pas de problème. Donc il n'y a pas lieu d'interdire les sphirines qui appartenaient à un non-juif, de peur que le non-juif il en vienne à semer, parce que le non-juif il a le droit de semer. Vous avez compris? Donc ça c'est le conseil, le principe de Yivul Nochi. C'est clair? Le Chazon Ish, lui, il n'était pas d'accord avec ça. Le Chazon Ish, lui, était posé comme le Mabit, qui dit que le non-juif, il n'a pas le Koach, il n'a pas une appartenance, un kinyan suffisamment fort en Israël pour pouvoir enlever la sainteté de la terre. Et donc, d'après le Chazon Ish, ces fruits-là, que j'achèterais chez un non-juif, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont kadosh b'Kedushat Shvit. J'ai le droit de les acheter ou pas? J'ai le droit, pourquoi pas? Mais ils sont kadosh b'Kedushat Shvit. Donc, quand vous allez rentrer, par exemple, dans un magasin, et que vous allez voir le Hersher du Rav Efrati, vous avez déjà vu ça dans certains magasins? Rav Efrati, c'était l'un des élèves les plus proches du Rav Eliashiv. Le Rav Efrati fait tout comme le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, lui, était mahmir comme le Chazon Ish. Donc, quand vous rentrez dans un magasin du Rav Efrati, en général, là où il y a écrit Yivul Nochi, il y a écrit aussi immédiatement quoi? Kadosh b'Kedushat Shvit. Parce que d'après le Chazon Ish, puisque ça appartient à un non-juif qui habite en Israël, donc c'est Kadosh b'Kedushat Shvit. Il n'y a pas de problème d'acheter, je peux acheter. Mais il faudra écouter les prochains cours dans lesquels on parlera de toutes les halachot, de comment on fait avec quelque chose qui est Kadosh b'Kedushat Shvit. Pardon? Alors, du coup, il n'y a pas de source. Mais il n'y a pas de sfirin parce que ça appartient à un non-juif. C'est Simon Ashkenaz ou Sfarad ou Simon... Alors les Sfaradim, eux, mais Ikaradin dans tous les cas, on fait comme le Shulchan Aruch. On fait comme le Shulchan Aruch et on considère qu'il n'y a pas de Kedushat Shvit dans ces fruits-là. Maintenant, les Ashkenazim, alors ça dépend beaucoup. Il y en a qui font l'Aïda Haredit, je vous ai dit, eux, ils considèrent qu'il n'y a pas de Kedushat Shvit, qu'il n'y a pas de problème. Le Rav Eliashiv, le Chazon Ish, Abnei Brak, par exemple, ils font très attention à considérer qu'il y a une Kedushat Shvit dans ça. Vous avez compris? Alors juste, venez, on essaye quand même de finir la boucle, après on fera un petit résumé. Venez, on essaye de boucler la boucle. Alors comment ils font? Alors le Rav Efrati, par exemple. Donc encore une fois, le Rav Efrati, il va chez les Arabes là qui habitent pas loin, et il leur dit, je vous commande plusieurs tonnes de tomates. D'après l'Aïda Haredit, ces tomates-là, elles sont kadosh b'Kedushat Shvit ou pas? Non, je peux les manger comme je veux, les éplucher comme je veux, les donner à manger à qui je veux? Oui. Je peux commercer avec? Oui. Donc quand je rentre dans un magasin dans lequel le Hersher c'est Aïda Haredit, j'ai pas de question, comment ça se fait qu'ils commercent ces fruits-là? Pourquoi j'ai pas de question? Ils sont pas kadosh b'Kedushat Shvit. Donc, et c'est ça qu'ils font. L'Aïda Haredit, ils font que ça. L'Aïda Haredit, ils font que des fruits de la 6e année ou des fruits de Nochi. Ou alors Chutz La'aretz, mais bon, ça revient trop cher d'amener les choses de Chutz La'aretz. Maintenant, le Rav Efrati, il y a des magasins dans lesquels le Hersher c'est Rav Efrati. Ou alors en Abnei Brak. Il y a plein de magasins dans lesquels les Hersherim, c'est des Hersherim qui vont selon le Chazon Ish. Donc, est-ce qu'ils peuvent amener des fruits de Chutz La'aretz? Ça, ils peuvent. Est-ce qu'ils peuvent amener des fruits de la 6e année? Ils peuvent commercer, ils n'ont pas de problème. Par contre, le problème, c'est comment ils peuvent amener des fruits qui appartiennent à des Arabes qui habitent en Israël. Pourtant, ils prétendent qu'il y a Kedushat Shvit. Et ce qui est Kadosh b'Kedushat Shvit, on n'a pas le droit de commercer avec. Donc la réponse, ils ont un patent. Ils ont un patent, je ne suis pas sûr que c'est le moment maintenant de l'expliquer, parce qu'il y a quelques autres moussagim qui manqueraient, mais en 2 mots, ils font on fait une shlichut avec les non-juifs. Ça veut dire, les clients, ils nomment les responsables du supermarché d'acheter de chez les Arabes des légumes pour eux-mêmes. Pour moi, ça veut dire pour moi le client. D'accord? Maintenant, ça veut dire que d'une certaine façon, ce n'est pas qu'ils sont en train de commercer.
C'est qu'ils font la shlichut. Moi, je leur ai demandé, allez acheter chez les Arabes des tomates. Est-ce que les Arabes, ils ont le droit de vendre et de se faire de l'argent à l'cheshbon hashvit? Ils n'ont pas de problème. C'est que les Juifs qui n'ont pas le droit de commercer. Ils ont le droit de commercer. Est-ce que j'ai le droit, moi, d'acheter chez lui des tomates à 10 shekels le kilo? J'ai le droit. Mon issour à moi, c'est de vendre, de profiter de l'argent, de faire moi-même du commerce, mais d'acheter d'un Arabe, j'ai pas de problème. Donc là, voilà, je vous expliquais. Là, d'une certaine façon, il y a tout un shtar qu'on remplit et tout, que d'une certaine façon, je nomme le boss du supermarché responsable d'acheter les fruits de chez les Arabes pour qui? Pour moi. Donc du coup, il n'y a pas de commerce ici. Il n'y a pas de commerce. Et ce que je le paye, le supermarché, c'est censé être la fatigue d'aller là-bas, de faire venir. Alors pourquoi ça coûte 3 fois plus cher? Ça, je suis incapable de vous répondre. C'est un vrai problème. Pourquoi ça coûte 3 fois plus cher? Et pourquoi les trucs de Sarbedin coûtent 3 fois plus cher? C'est un vrai problème. D'accord, vous avez compris? Donc venez, on fait un résumé. Et ça, c'est pour les acheter pour ceux qui. Ça, c'est pour le Chazon Ish, voilà. Pour ceux qui font comme le Chazon Ish. Oui, je considère que les produits, ils ont quand même une boucha. C'est ça. Voilà. Et malgré tout, D'accord. ils peuvent être commercialisés. Et peut être, pas commercialisé parce que c'est comme ça qu'on fait. On fait un patent que, d'une certaine façon, c'est pas que le supermarché se fait de l'argent sur mon dos et sur le dos de la Jvite, c'est qu'il est gentil, il va me rendre un service, il va lui-même chez l'Arabe pour acheter au lieu que ce soit moi qui ai besoin d'aller. Qu'est-ce que vous dites, Joy? Non, c'est le cas, concrètement, il fait du commerce. Alors, vous savez, concrètement, c'est un vrai problème. Alors, eux, ils prétendent que non, que. Il y a tout. Encore, ils vendraient moins cher que les autres. Ouais, c'est ça, le problème, c'est que c'est plus cher maintenant, ils prétendent. Ah, en plus, c'est plus cher. Ouais, souvent, c'est plus cher, c'est un vrai problème. Je ne suis pas capable de vraiment, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça qu'il y en a qui veulent dire que c'est de la blague, tout ça. Bon, en tous les cas, regardez, venez, on résume ce qu'on vient de dire jusqu'à présent pour que les choses soient claires. Est-ce que. Alors, on reprend. Les légumes, à partir de quel moment il y a un problème de douchat jvit dans les légumes? À partir du moment où je les cueille. Si je les cueille pendant la 7e année, ils sont kadosh douchat jvit. Les légumes, j'ai le droit de les manger que dans la mesure où ce légume-là précis a commencé à pousser et que vraiment on le voyait déjà qu'il a commencé à sortir de la terre avant la 7e année. Donc, dans quelques mois, tous les légumes qui seront cueillis en Eretz Israël, dans des terres appartenant à des Juifs, ils seront complètement interdits à la consommation. Donc, on n'aura pas d'autre choix, bien qu'on est très sioniste et qu'on aime beaucoup la terre et qu'on aime beaucoup les agriculteurs juifs, etc., on n'aura pas d'autre choix que soit les faire venir le Chutz Laaretz, soit De les acheter à des soit de les acheter à des non-juifs. Et voilà, maintenant, et quand je les aurai achetés, à des non-juifs, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand je les aurai achetés à des non-juifs? Pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Pour les Sfaradim, il n'y aura pas de problème, ce ne sera pas Kadosh Jvit, parce que ça appartient à des non-juifs en Israël. Pas tous. Pour le Chazon Ish, il y a un problème de Kedushat Jvit. C'est pas très grave, on apprendra à gérer ce problème-là. Maintenant, pour les fruits, venez, on n'oublie pas nos fruits. Pour nos fruits, qu'est-ce qui se passe avec les fruits? S'ils sont arrivés à maturité, ils ont atteint un tiers de maturité lors de la 6e année, Donc on a mis le tampon que c'était Enchumbaya, eh ben, ils peuvent être consommés. et commercialisés, et jetés et tout, d'accord? Et si jamais ils sont arrivés... C'est-à-dire... Ouais. Donc maintenant, regardez, maintenant je vous pose une question. Vous êtes toutes concentrées? Les fruits qui vont arriver au tiers de la maturité pendant la 7e année. Quand il va y avoir cette année-là, il va y avoir des fruits qui vont arriver et qui vont pousser. Le problème se posera lors de la 8e année. Voilà, ils se poseront. Est-ce que j'aurais besoin... Voilà. Alors, est-ce que j'aurais besoin nécessairement, Madame Drey, est-ce que j'aurais besoin nécessairement d'aller chez les Arabes pour acheter ces pommes ou pas? Non, mais il faudra faire attention à. Est-ce que je pourrais acheter chez les agriculteurs juifs, s'ils n'ont rien fait, ils n'ont pas travaillé la terre, mais il y a quand même des bonnes pommes? Est-ce que j'aurais le droit de... Oui? Alors pourquoi pour les tomates on était obligé d'aller chez les non-juifs? À cause de Sfichin. Chazak. Donc vous avez bien compris, Nahon? Vous avez bien compris? Déborah, elle a bien compris. Hein? Déborah, elle a très bien compris. Et vous n'avez pas compris, Noah? Ça va bien. Encore une fois. Non, mais juste par rapport aux pommes, Non, c'est un tiers de la maturation pendant la 7e année. Ça veut dire que si, par exemple, 6 mois ou 7 mois après, pendant la 7e année, c'est un problème. Pendant la 7e année quoi? Si les pommes, je ne sais pas, je ne connais pas laquelle des pommes, mais par exemple, s'ils sont arrivés à maturation pendant la 7e année, on est encore dans la 7e année, donc les pommes, il va y avoir un problème avec ces pommes pendant Pourquoi? la 7e année. Pourquoi? Parce que les... Kadosh Jadjvit, elles sont Kadosh Jadjvit. Oui, c'est que déjà tu on peut les Voilà. consommer, mais avec toute la... Voilà. Ouais, d'accord. Vous avez compris? Donc dans les fruits, on n'aura pas. Donc Baruch Hashem, les non-juifs, on n'aura pas besoin d'eux pour les fruits. Mais il y en a qui C'est- font ce trick là avec le Yibul Marcos avec les fruits. Avec les fruits, c'est pas la peine.
Avec les fruits, Pour ne pas être, disons, embêté par la Gdushat Shvi'it des fruits. Oui, c'est ça le truc. Parce qu'il y en a non, qui alors sont je vais vous dire, la Gdushat Shvi'it des fruits, être embêté par ça, hein, la vérité c'est que c'est pas embêtant du tout. Il y en a un qui m'a dit, il y en a un qui est venu me voir pendant la kafot de Simchat Torah tellement que ça le perturbait, et il me dit, je comprends pas, il y a un issour de manger des fruits qui sont cadeaux de Gdushat Shvi'it. Je lui dis, un issour, il n'y en a pas, il y a même une mitzvah d'après le Ramban. On y reviendra. Je lui dis, bien sûr, il n'y en a pas. Il me dit, je comprends pas pourquoi alors, parfois il y a des pubs, machin, venez acheter ici, vous êtes certain qu'il n'y a pas de chachach de Gdushat Shvi'it. Je lui dis, j'en sais rien pourquoi ils écrivent ça. Non, alors, c'est marqué les- le Rachash Tevel Veshvi'it. Voilà, non, le rachach Shvi'it, oui, mais le rachach Shvi'it, ils veulent dire qu'il n'y a pas de problème de Shemitah, de Sfirin et de tout type de ce genre. Et aussi, le rachach Shvi'it, ça ne veut pas dire qu'il y a un danger de Shvi'it, c'est-à-dire que sache qu'il n'y a pas de Gdushat Shvi'it. Mais c'est pas que, oui, mais c'est pas qu'il y a un issour de manger de Shvi'it, c'est que quand il... Pardon? Les pommes, par exemple, dans 6 mois, pratiquement la fin de la 7e année, ces pommes-là qu'on va manger, elles auront été à maturité dans l'année de la 7e année, enfin dans la 7e année, leur tiers, elles auront... Voilà. Alors, donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on en fera? Donc, on pourra les manger, par contre, il y aura les problèmes de commerce et tout. Donc voilà. Hein? Et les épluchures, il faudra s'occuper des épluchures. Comment on s'occupe des épluchures des fruits qui sont cadeaux? Maintenant, pourquoi malgré tout, alors elle demande, Madame Drey, pourquoi malgré tout, alors on prend les fruits et on les. Chez les Arabes, souvent, même les fruits de la. Non, pas pour ça, pas que pour ça. Parce qu'il y a un sourd d'être socher, il y a un sourd de srora, de commercialiser. Vous comprenez ou pas? Donc, il y aura, bien que les fruits eux-mêmes, ils n'auront pas de issour d'être consommés, mais il y aura un issour de les commercialiser, et donc c'est très compliqué. Hein? Les abîmer, mais les abîmer, ça ne me dérange pas de ne pas les abîmer. Je ferai en sorte de ne pas les abîmer. Ce qui me dérange plus, c'est que... Donc on ne pourra pas les acheter n'importe où. Les envoie en route, donc en route, c'est encore pire. C'est moyen d'acheter des fruits d'Israël. Non, il y a un issour de prendre des fruits de Shvi'it et de les envoyer en Kouslaretz. On y reviendra. Oui, il y a un issour. D'accord, donc vous avez compris? Oui, donc les fruits de la fin de la 7e année, on ne pourra pas les manger, on ne pourra pas les acheter n'importe où quand même. Ouais, non, on ne pourra pas, même au début de la 8e année, on ne pourra toujours pas. Parce qu'on va là... Hein? Non, c'est pas qu'on ne pourra pas les acheter n'importe où. C'est que... on pourrait les acheter n'importe où, mais il y aura de la Gdushat Shvi'it. Et eux, ils auront un issour de les commercialiser, les commerçants. Vous comprenez? Oui, mais nous, on ne peut pas manger. Est-ce qu'on peut nous manger un fruit qui a été commercialisé? Ah ouais, alors c'est déjà un problème de l'ifnei verot el mirchol, genre qu'on aide les gens à faire des avérotes. Vous avez raison. D'accord, c'est clair? Donc, juste, je voulais voir si vous avez bien compris. Qui est-ce qui a très bien compris? Hein? Et à part elle? Qui a très bien compris qui peut m'aider? Mme Shemla, vous pouvez m'aider? Alors, je vous pose une question. J'ai eu plusieurs coups de fil là, en début de Shemitah, de personnes qui me disent, voilà, je suis invité chez mon oncle, mon grand-père, ma grand-mère, mon machin, et ils ne font pas attention avec Gdushat Shvi'it. Et donc, vraiment, je ne sais pas, j'ai encore le droit de manger chez eux, je n'ai pas le droit. En venant réfléchir, une semaine après Rosh Hashanah, vous recevez un coup de fil pareil, invitation pour Sukkot d'une personne qui n'est pas chomeret Gdushat Shvi'it. Pourquoi on peut aller? Il n'y a aucun problème. Parce que, pourquoi? Voilà. Par contre, s'il y a un chachach que ça a été cueilli, les légumes, qu'il n'y a pas de sfirin, c'est sûr. Pourquoi il n'y a pas de sfirin noir? Pourquoi il n'y a pas de issour sfirin? Le issour des légumes là? Pourquoi? Parce que là, c'est sûr que quoi? Il a fait. Donc il n'y a pas de chachach sfirin. Donc c'est quoi au pire le problème? C'est que ça a été cueilli pendant la 7e année? Alors fais attention à manger ça comme on mange les fruits qui sont cadeaux du Gdushat Shvi'it. Voilà. Voilà, là, vraiment, il y aura des problèmes. Alors, attendez. Alors là, est-ce que si on vous propose une salade, votre grand-mère elle vous propose une salade de fruits, vous avez le droit de la manger ou pas? Oui. Fruits, oui, mais vous faites attention à Gdushat Shvi'it. C'est-à-dire quoi? On rentrera dans les détails, comment on fait attention à Gdushat Shvi'it, vous avez le droit de les manger. Par contre, les légumes... Alors maintenant, regardez. Maintenant, on en arrive au sujet un petit peu épineux. Mais comme vous savez, ça ne me dérange pas du tout de parler de sujet épineux parce qu'on est en train d'essayer de m'évarer la halakha. Il y a des grands rabbanim qui ont proposé une solution pour pouvoir d'une part conserver la parnassa des agriculteurs juifs et pour pouvoir d'autre part avoir des solutions faciles pour éviter les problèmes de sfirin, pour éviter les problèmes de Gdushat Shvi'it, etc. Il y en a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé de faire un Heter Mechira. C'est quoi Heter Mechira? En un mot. En un mot, Heter Mechira, ça consiste à aller voir un non-juif
et à lui dire mon terrain là qui se trouve à Rehovot, à Ashkelon, je ne sais pas exactement où, ce terrain-là, je te le vends. Tu es d'accord ou pas que je te le vende? Il dit d'accord. Je lui vends le terrain. Dès lors, à qui ce terrain appartient? À un goy. Un terrain qui appartient à un non-juif, en Israël. Est-ce que les fruits sont kadosh b'shvat d'après le Shulchan Aruch, d'après le Minhag Yerushalayim? Ils ne sont pas. Donc, on a tout résolu tout le problème. Il n'y a pas de problème. Les fruits, on peut les vendre sans écrire kadosh b'shvat, donc ils ne sont pas kadosh b'shvat. Et puis, et vous savez quoi? Et même si je vais être mahmir comme le Chazon Ish, c'est là. Alors que je fasse attention à Kedushat Shvit. Mais là, il y en a beaucoup qui font ça. D'abord, c'est clair, non? Ça marche bien. Oui, ça me plaît ça. Et il y en a beaucoup qui font ça. Une seconde. Maintenant, si vous voulez que je vous argumente pourquoi ça marche bien, parce que qu'est-ce qu'on fait chaque année à Pessah? Je sais que Mme Journeau, elle n'aimait pas la vente du Hametz. À chaque fois que j'enseigne la chouette de la vente du Hametz, Mme Journeau, elle me dit, mais c'est de la blague. Parce que je suis juriste. Voilà, vous dites c'est de la blague, il n'y a pas d'avocat qui a signé, il n'y a rien du tout. D'accord? Alors regardez, la preuve que ça marche, c'est comme la vente du Hametz. Je garde du Hametz Gamour chez moi, du pain, je le garde à la maison. Et je vends mon Hametz à un goy, d'accord, avec son mahmirim, mais Ikaradin. Je vends mon Hametz à un goy, et bien on considère que ce Hametz ne m'appartient plus. Donc de la même façon que là-bas on ne dit pas que c'est des blagues, et bien de la même façon, pour la Eter Mechira. La vente, elle se fait de la même manière? Oui, à peu près, on essaye de faire. Non, avec de l'argent, mais ça avec de l'argent. Mais pas toute la somme. Mais pendant l'année de Shemitah, ils ne commercialisent pas ces légumes alors? Ils peuvent commercialiser, ça appartient à un non-juif. Oui, mais c'est le non-juif qui va percevoir les fruits. Non, le juif il a le droit de commercialiser dès lors que ces fruits, dès lors que je considère que des fruits qui appartiennent à un non-juif, bien qu'ils ont poussé en Israël, ça appartient à qui? C'est pas ça appartient, c'est moi. Ça a été vendu. Même s'il ne lui appartient pas, en tous les cas, vous avez raison que ça ne lui appartient pas à lui. Qui est-ce qui va faire l'argent finalement? C'est le juif. Mais peu importe, puisque c'est un fruit qui appartient à un non-juif, juridiquement parlant, ça appartient à un non-juif, donc il n'est pas kadosh b'shvat. S'il n'est pas kadosh b'shvat, je peux le vendre, je peux faire ce que je veux avec. On achète aux Arabes, parce que ça leur appartient. Là, si on a fait le Eter Mechira, alors il faut aller jusqu'au bout du jeu. C'est que vraiment, il faut acheter à celui qui est devenu. D'accord, maintenant l'arabe il n'a pas le droit de me faire un cadeau. Il n'a pas le droit de vendre, d'acheter à une certaine condition. J'ai le droit d'acheter à condition que ça m'appartienne, mais que toi je te donne un tiers. Pourquoi pas? Vous comprenez? Il est plus propriétaire, il est choutaf. Non, dans les clauses, on peut faire les clauses qu'on veut. Si lui est d'accord avec les clauses que je lui propose et qu'il signe, il n'y a pas de problème. Donc je lui dis, le terrain il t'appartient à toi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu veux le revendre, le terrain tu peux. Mais les fruits, on fait un accord, que tu me les donnes. S'il y a un commun accord. Hein? Qui ça? Le juif? Alors regardez, Rabotai, regardez. Donc ça a l'air de bien marcher. Et le Rav Kook, par exemple, il a beaucoup insisté sur l'importance de faire le Eter Mechira. Le Rav Ovadia Yosef, il a beaucoup insisté sur l'importance de faire le Eter Mechira. Maintenant, il faut bien préciser ici les propos. Quels sont les problèmes qu'il y a avec le Eter Mechira? Premier problème, c'est que c'est de la blague. Bon, pourquoi c'est de la blague? Pourquoi on ne dit pas que la vente du Hametz c'est de la blague, et ça on dit que c'est de la blague? Vous savez pourquoi? Parce que si quelqu'un, un non-juif, vient chez moi à la maison pendant Pessah, et qui me dit, écoute, il y a écrit monsieur un tel, rue un tel, allez vas-y donne-moi ton Hametz, et bien je lui donnerai. Et, hein? Ouais, je lui donnerai, en plus je m'en fous. Je m'en fous, lui il a bien payé, il a bien payé pour mes pâtes 5 shekels, qu'est-ce que je m'en fous de perdre mes pâtes, ça ne me dérange pas. Donc je lui donnerai, ça ne me dérange pas de lui donner. Lui, c'est très bien que s'il veut, il peut venir. Donc, il y a quand même un certain sérieux, bien qu'on sait très bien qu'il ne viendra pas. Mais, je veux dire, s'il vient, il n'y a pas de problème. Par contre, là, aucun agriculteur au monde ne serait prêt, pour quelle que soit la somme qu'on lui propose, de céder son terrain à un non-juif. Donc, c'est de la blague. Il sait très bien, le propriétaire, que c'est de la blague, que jamais il acceptera de céder son terrain, à tout jamais, au non-juif. Vous pouvez dire la même chose de la Mechirat Hametz des gens qui sont à l'ouest, qui sont agronomes, des restaurants. Que quoi? Est-ce qu'ils ont des fois des grandes quantités de Hametz qu'ils vendent? Oui, non, mais le vendre au prix. C'est-à-dire, si le non-juif vient chercher, il doit payer. Oui, mais c'est pareil, c'est difficile pour eux de se séparer. Pourquoi c'est difficile? Il le paye, il achète ce Hametz. Oui, il va payer. S'il est prêt à payer, qu'il paye. Au contraire, moi, si je suis vendeur, c'est que je veux vendre. Tu viens, toi, le non-juif, tu m'achètes tout, mais c'est mon cas. Une semaine après, le goy, Ah, ça, il espère ou il espère pas. En tout cas, si le goy il vient, il lui donnera ou pas? Il lui donnera. Il a fait. Mais la terre, il lui donnera pas. Je vous dis.
Et les Natkoul, vous avez vu comment c'était difficile de se séparer de la terre. Pour rien au monde, on donnerait. Vous comprenez ou pas? Donc regardez, ça c'est le premier problème qui se pose dans le Heter Mechira. Le premier problème. Deuxième problème qui se pose, ça vous intéresse ou pas? Deuxième problème qui se pose. Attendez, juste une question. Pourquoi le Rav Ovadia Yosef c'était un Ah ben, alors Rav Ovadia Yosef, lui, il prouve que même si on n'est pas prêt, malgré tout, le simple fait que, juridiquement parlant, il y a eu une signature, bien que dans mon cœur je ne suis pas prêt, c'est long, hein, je vous schématise un peu les choses. C'est long, il y a des preuves, il y a plein de Gemarot, de poskim, je vous le fais vraiment facile. D'accord? C'est déjà comme ça difficile, mais vous comprenez ou pas? Maintenant, mais le Rav Ovadia, j'ai pas encore dit mon dernier mot avec le Rav Ovadia, attention. J'ai pas encore dit qu'il conseillait. J'ai dit qu'il insistait pour l'importance de faire ça. Pourquoi? J'y arrive. Hein? Voilà. Alors je vais y arriver. Premier problème, c'était ça. Deuxième problème, et pas des moindres, c'est qu'il y a un issour de vendre un appartement, une terre, un terrain à un non-juif. L'Otechonem, il y a écrit, même offrir des cadeaux à un non-juif, c'est sourd sans raison, s'il n'y a pas de raison. Mais alors de leur offrir un terrain, il y a écrit mes fourrages dans la Gemara, dans Sanhedrin Dafiotet, etc., c'est assourd. À Tkedekar, il y en a un qui m'a téléphoné il y a 2 mois. Il m'a dit, moi j'ai un appartement à Tel Aviv, et puis le métavers, je dois le louer. Le métavers, il m'a demandé, est-ce que je peux le louer est-ce que je suis d'accord de le louer à un non-juif ou pas? Est-ce que moi je suis de ceux qui n'acceptent pas de le louer à des non-juifs ou pas? Alors je lui ai dit, mes fourrages, je lui ai dit, Shulchan Aruch, il interdit. Oui, en Israël. En Israël particulièrement. Le Hémet, c'est que l'interdiction, c'est de peur qu'ils amènent la Vodazara à l'intérieur. Mais en tous les cas, en Israël, il y a une véritable interdiction. En Khutz-Laretz, il faut revoir s'il y a... En tout cas, en Israël, il y a une interdiction formelle. Le Shach, il veut autoriser si jamais on le loue à un non-juif qui n'est pas Oved Avodazara. Mais en tous les cas, sans rentrer, c'est vraiment pas notre sujet, sans rentrer dans ça, les Maaseh, ça c'est de louer. De vendre, c'est beaucoup plus grave. Il y a une interdiction de vendre une terre à un non-juif. Donc viennent les poskim, le chazoni, chez le Rav Abba Shaul, etc. Ils disent, comment tu fais un Heter Mechira? Quand tu fais un Heter Mechira, tu vends une terre à un non-juif. Et si tu vends la terre à un non-juif, tu fais un issur. Alors tu viens maintenant pour sauver d'autres personnes. Qui te permet de faire un issur? Sur ça, demande Rivka, qu'est-ce qu'il va répondre le Rav Ovadia? Rav Ovadia, il répond que en général, on le vend à un arabe. Les arabes, en tous les cas pour certains d'entre eux, ils ne sont pas Ovdei Avodazara. Et donc, il y en a qui veulent dire qu'il n'y a pas de issur. À nouveau, le Rav Abba Shaul n'est pas d'accord avec ça. Il a des preuves comme quoi, et c'est un Shulchan Aruch explicite, il a des preuves comme quoi même à quelqu'un qui n'est pas Ovdei Avodazara, on n'a pas le droit de vendre. Donc le Rav Abba Shaul, il n'aime pas ça. Mais le Rav Ovadia, lui, il amène certains poskim qui disent que, puisque c'est à des gens qui ne sont pas Ovdei Avodazara, qu'on a le droit. C'est tiré par les cheveux un petit peu. Le Rav Ovadia lui-même, il dit, si le Shulchan Aruch avait vu tel et tel posek, peut-être qu'il aurait changé d'avis. Donc tout ça, tous les arguments que Rav Ovadia Yosef il va ramener les uns après les autres, ils vont tous être un petit peu forcés comme ça, vous voyez. Ils ne sont pas chalak, ils ne sont pas du tout évidents. Autre problème, c'est que si je considère, comme ça le Chazonish il dit, si je considère que on n'a pas le droit de vendre une terre à un non-juif, oui. Donc quand moi je nomme les rabbanim par exemple, pour vendre ma terre à un non-juif, en quelque sorte j'ai demandé à quelqu'un de faire une avera pour moi. Et en shlichuti dvar avera. Donc si en shlichuti dvar avera, c'est possible que toute la vente elle soit bichal pas valable. Comme ça le Chazonish dit, et le Rav Abba Shaul il va dans ce sens-là. Les maaseh, le dernier problème qui reste et qui est aussi très sérieux, c'est que souvent qu'est-ce qui se passe? On fait le Heter Mechira, et ensuite qui est-ce qui travaille le champ? En Israël, c'est le juif. Et ça, d'après la plupart des Rishonim, c'est un grave issour. Un juif, il n'a pas le droit de travailler une terre pendant la 7e année, bien que cette terre, elle appartient, juridiquement parlant, à un non-juif. Donc en pratique, on a mentionné un certain nombre de raisons, qui, à chacune, on peut essayer de tirer par les cheveux pour essayer de trouver des solutions, mais en tous les cas, qui ne sont pas du tout évidents, c'est-à-dire le problème existe. Alors en pratique, écoutez bien, en pratique, le Rav Ovadia Yosef, il faut que ce soit clair. Dans tous ses écrits à lui et à son fils, le Rishon LeZion actuel, le Rav Yitzhak Yosef, dans tous ses écrits, il écrit de façon très claire, il a une lettre qu'il a écrite de façon explicite. Il dit le Heter Mechira, pourquoi on l'a fait? C'est pourtant tiré par les cheveux, on passe à côté de on risque beaucoup de Issourim, etc. Pourquoi malgré tout on le fait? Comme vous avez dit, il dit pour pas que ce soit pire, c'est rare pas que ce soit pire,
il y a des gens, des agriculteurs qui sont complètement ignorants, ou qui ne sont pas prêts à ne pas travailler leur terre et à ne pas à perdre de l'argent pendant une année. Ils ne sont pas prêts. Et donc, si on ne fait pas le Heter Mechira, on peut être sûr qu'ils vont travailler leur terre sans aucun Heter. Alors le Heter Mechira, c'est peut-être pas un Heter qui est vraiment clair, mais en tous les cas, au moins, on entend qu'il y a quelque chose ici qui s'est fait. On entend qu'il y a lieu de permettre, mais il y aurait lieu de permettre. Vous comprenez ou pas? Donc le Rav Ovadia Yosef à plusieurs reprises a dit de façon explicite qu'on est obligé de faire Heter Mechira. C'est bien qu'il y ait un Heter Mechira. C'est bien qu'il y ait un Heter Mechira pour que les agriculteurs ne soient pas au vrim, pour que s'il y a un agriculteur, il raconte son fils qu'une fois il y avait dans l'une des années de Shemitah, ils ont voulu la Rabbanout faire signer tous les vendeurs comme quoi ils veulent faire Heter Mechira. Tous les agriculteurs. Il y en a un qui a dit, non, moi la Rabbanout qui me donne mon Hersher en général, c'est une Rabbanout Méadrine, elle n'accepte pas que je signe Heter Mechira. Donc il n'a pas signé. Sauf qu'il s'est avéré que pendant la 7e année, il a semé son champ. Alors quand on était voir, on a dit, mais pourquoi tu fais? Toi, tu as dit que tu étais un Méadrine. Il dit quoi, on n'a pas le droit de semer le champ pendant la 7e année? Il n'était pas au courant, Bichal. C'était un tellement grand ignorant qu'il n'était pas au courant. Alors le Rav Yitzhak Yosef il dit, si au moins tu avais signé, au moins tu n'aurais pas fait un Issour. D'après, un peu tiré par les cheveux, mais au moins tu n'aurais pas fait de Issour. Donc les Maaseh, l'opinion du Rav Ovadia Yosef et du Yeshuot Malko et du Rav Kook et de beaucoup d'autres immenses rabbanim, c'était de dire il faut qu'il y ait un Heter Mechira. Pour éviter ces problèmes-là, etc., etc., le Rav Mordechai Eliyahu aussi. Il dit il faut qu'il y ait un Heter Mechira. Lui, il va très loin, il dit si une poule, elle mange que, par exemple, des choses qui sont sfirin, ou kadosh ou shachviit, peut-être que leurs œufs ils seront interdits. Il a tout un pile-poule là-bas, le Rav Eliyahu, pour dire il faut qu'il y ait un Heter Mechira. On n'a pas le choix. on n'a pas. C'est un chidouche. Hein. Le Rav Mordechai Eliyahu, il dit dans ses shiurim, il dit on est obligé d'avoir recours au Heter Mechira. Mais, c'est là que je vous demande d'être attentif, mais aussi bien le Rav Kook que le Rav Ovadia, ils disent de façon, et le Rav Eliyahu aussi, ils disent de façon explicite que toute personne qui a de la Yirat Shamayim, qui veut bien faire, Bnei Torah et compagnie, c'est bien, c'est important, sauf en cas d'immense nécessité, il vaut mieux qu'il ne se fie pas au Heter Mechira pour toutes les raisons qu'on vient de mentionner. Donc l'opinion du Rav Ovadia dans ses écrits, c'est que il vaut mieux pas, on a le droit, mais Karadim c'est moutar, mais il vaut mieux ne pas avoir recours au Heter Mechira. Il y en a un qui m'a dit, mais comment vous pouvez dire ça? Il m'a envoyé un lien d'une vidéo dans laquelle le Rav Ovadia, il dit à son petit-fils, Heter Mechira c'est moutar, et c'est complètement moutar, et celui qui veut stam perdre de l'argent, qui perd de l'argent, c'est moutar, c'est un Heter, moi 100%. Il me dit, vous voyez que le Rav il autorise. Alors moi j'ai un klal, c'est que j'apprends pas la halakha des vidéos. D'accord? Ça dépend. Si un Rav il donne un cours vidéo, c'est un cours formel dans lequel il vient enseigner des halakhot, il n'y a pas de problème. Mais d'apprendre une halakha de ce que Rav Ovadia a dit un jour à son petit-fils, on ne sait pas ce qu'il a dit avant, on ne sait pas ce qu'il a dit après, on ne sait pas ce qu'on a coupé en plein milieu. Alors peut-être qu'il a dit, et peut-être que le jour où il a dit, il n'était pas dans la Sugia. Même Rav Ovadia, même un géant comme Rav Ovadia, il y a des jours où il est dans la Sugia, des jours où il n'est pas dans la Sugia. Quand il a écrit cette chouva dans Yabia Omer de la Shvit, là je peux vous assurer qu'il était en plein dans la Sugia. Il était complètement immergé dans la Sugia. Quand il a parlé à son petit-fils, peut-être qu'il n'était pas dans la Sugia. Ça peut arriver. Moi j'ai parlé parfois avec Gdolim, qui m'ont dit, je sais que j'ai écrit une fois j'ai parlé au Rav Sternbuch, il m'a dit, j'ai parlé de ça dans mon Sefer. Je lui ai dit, qu'est-ce que le Rav a écrit? Il me dit, je ne me rappelle plus. Il n'y a rien de grave. Un jour, on a étudié à Sugia, on est arrivé à un birour à halakha énorme, et donc on est arrivé à des conclusions. Le lendemain, et le fils du Rav, les enfants du Rav Ovadia, plusieurs fois ils disent. J'ai demandé à mon père cette question, il m'a dit, je ne peux pas te répondre maintenant, je ne suis pas assez dans la Sugia. Donc, même Rav Ovadia qui connaissait la Torah par cœur, si maintenant il ne s'est pas replongé à nouveau, donc c'est pour ça que moi, si j'ai le choix entre être possède plusieurs tchouvot qu'il a écrit dans Yabia Omer, et dans une lettre qu'il a écrite de façon explicite, ou être possède comme un truc de Kikar Shabbat, Mechila, mais je préfère me fier à ce qu'il a écrit de façon explicite. Dans tous les cas, ça c'est l'opinion du Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, lui, il est beaucoup plus catégorique. Il a un Sefer Or Letzion sur la Shvit, et il est vraiment beaucoup plus catégorique. Lui, il dit, il y a des véritables problèmes, c'est un issour de vendre au goy, et si on a vendu au goy, c'est possible que toute la Mechira n'ait pas eu lieu. Et vraiment, toutes ces raisons-là, il les mentionne, et lui, Dafka, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Alors maintenant, la question qui va se poser, c'est la suite. Voilà. La question, c'est est-ce que je peux manger chez des gens? Alors venez maintenant, on réfléchit avec tous les principes qu'on connaît. Est-ce que vous êtes encore concentrés ou pas?
Ouais, je crois qu'on va devoir renoncer à la partie à Ashkafa, mais ça serait dommage d'interrompre en plein milieu, parce que là, on est dans la... Bon, regardez, on dirait un petit mot quand même, si Dieu veut. Regardez, le Rav Abba Shaul lui dit comme ça, écoutez bien. Il dit comme ça, il dit, les rabbanim de procéder à un éter mechira, est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Ils n'ont pas le droit. Pourquoi? Parce que depuis quand tu as le droit de vendre un terrain à un non-juif? Donc eux, ils n'ont pas le droit. Mais ça, c'est leur problème à eux. Ça ne me dérange pas. Le Rav Abba Shaul, il dit, moi, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. D'accord? Ils n'ont pas demandé son avis, les rabbanim qui le font. Pour les agriculteurs, on a dit qu'ils sont pas... Oui, mais le Rav Abba Shaul, il dit, tu n'as pas le droit, toi, Rav, d'être ouvert sur un issour, de vendre un terrain à un non-juif. Lui, le Rav Abba Shaul, il théorie que, d'après les Sfaradim, on n'a pas le droit de vendre un terrain à un non-juif, même si ce non-juif, c'est un arabe, même s'il n'est pas au Bet Kochavim. Alors, qui c'est qui va faire le Eter Mechira? Le Rav Abba Shaul, il dit qu'il n'y a pas Eter Mechira. Après le Rav Abba Shaul, il ne faut pas faire Eter Mechira. Maintenant, donc ce psaque-là que je viens de vous dire maintenant du Rav Abba Shaul, il concerne le Rav Yitzhak Yosef et le Rav David Lao. Vous n'êtes pas concernés par ça. Donc eux, s'ils voulaient suivre l'opinion du Rav Abba Shaul, ils ne devraient pas faire Eter Mechira, comme d'ailleurs il y a beaucoup d'autres rabbanim qui disent. Maintenant, eux, ils font. Je viens maintenant, manger chez des gens qui ont Eter Mechira. D'accord? Il y en a une qui m'a appelé autrefois, c'est sa tante, et elle se vexe beaucoup si elle ne va pas, etc., etc. Donc, est-ce qu'elle a le droit de manger? Est-ce qu'elle a le droit de manger chez cette tante? Hein? Pourquoi vous rigolez? On a dit Mekarazim. C'est pas vous qui m'avez appelé? Ah, vous savez c'est qui? D'accord. J'ai compris. Alors, non, il y a un élève qui m'a appelé cette semaine, avec ça, sa tante qui est très fâchée, parce que elle se mettrait sur Eter Mechira. Alors, d'après le Rav Ovadia, est-ce qu'il y a lieu d'autoriser Beshat Atrak? Après Rav Ovadia? Oui, il y a lieu d'autoriser. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, dans la Yeshiva de Porat Yosef, le Rav Ovadia il raconte, il dit dans la Yeshiva de Porat Yosef, il y avait un moment donné durant lequel la situation économique était très difficile, il y avait très peu de fruits et de légumes. Et même ce qu'on trouvait, ça coûtait super cher. Et à la Yeshiva déjà, il n'y avait rien à manger. Alors le Rav Ezra Atia, il leur a demandé, il a réfléchi avec ses élèves, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a le Rav Ben Sion Abba Shaul et le Rav Yehuda Tzadka, c'était encore deux jeunes. Ils ont été voir le Rav, dit non, on ne peut pas autoriser Eter Mechira, on ne peut pas. S'il vous plaît, Rav, faites en sorte qu'on n'amène pas de fruits de Eter Mechira à la Yeshiva. Le Rav a dit bon, d'accord. Ça fera dire au Or Letzion que le Rav Ezra Atia est d'accord qu'on n'a en aucune façon le droit d'être sommaire sur Eter Mechira, même Beshat Atrak. Le Rav Ovadia, il dit, mais ce qu'il a oublié de raconter le Rav Abba Shaul, c'est la suite de l'histoire. C'est quoi la suite de l'histoire? C'est que le directeur de la yeshiva, qui était donc responsable de financer toutes les dépenses, etc., il a été voir Chacham Ovadia, et il lui a dit, écoute, il n'y a pas le choix là, on n'a pas d'argent pour acheter des choses tellement chères. S'il te plaît, va voir le Rabbi Ezra Atia, le Rosh Yeshiva, et va essayer de le convaincre qu'on puisse. Le Rav Ovadia est rentré chez le Rav Ezra Atia. Pendant 1 heure, il lui a expliqué pourquoi il pensait que d'abord c'est permis, que Eter Mechira c'est un vrai Eter, et que Beshat Atrak, comme ça, où les gens ils meurent de faim, qu'on peut autoriser. Et ce qu'on raconte, en tous les cas, du côté du Rav Ovadia, c'est que finalement, le Rav Ezra Atia a autorisé, et qu'il a dit dans la yeshiva, on peut amener. Alors les autres, ils sont revenus voir le Rav Ezra Atia, il a dit non, on ne veut pas, surtout Rav, s'il vous plaît, n'amenez pas ça. Il a dit écoutez, on amène à la yeshiva ça, ceux qui ne veulent pas manger, tavo alehem bracha. Et si vous voulez, à la cuisine, on fera un endroit spécial pour ceux qui veulent manger des choses qui ne sont pas... Vous comprenez? Donc pourquoi tout ça? Pour vous dire qu'il y a des cas qui sont Shahat Atrak. Donc dans les cas qui sont Shahat Atrak, le Rav Ovadia, en tous les cas, il autorise. D'accord? Le Rav Abba Shaul, lui, dit même Shahat Atrak, Eter Mechira, on ne peut pas être sommaire sur ça. Alors maintenant, je suis invité chez quelqu'un. Alors que les rabbanim, ils n'avaient pas le droit de faire et qu'ils l'ont fait, d'après Rav Abba Shaul, ça, marche pas de lait. Moi maintenant, je suis invité chez quelqu'un. Ce quelqu'un, alors venez, on commence par le premier cas. Ce quelqu'un, il m'amène des pommes, une salade de fruits. 6e année ou 7e année, disons en début du 8e année, il m'amène une salade de fruits. Et je sais que lui, il achète dans un endroit où on est sommaire sur Eter Mechira. Est-ce que c'est permis ou pas? Hein? Dites-moi. Pourquoi c'est permis? D'après Rav Abba Shaul, il n'aime pas le Eter Mechira. Il dit c'est comme si tu n'avais rien fait. Il n'y a pas de problème pour les fruits, on avait dit que c'était un tiers de la maturation, comme ça. C'est arrivé. C'est soit Shana Shishit, soit c'est Bouchat Shvit. Il a fait. Donc dans les deux cas, on peut manger. Il a fait. Vous entendez ce qu'elle dit, Noah? Noah, elle dit, le Rav Abba Shaul, il dit exactement ça. Il dit, tu sais quoi? D'accord, Eter Mechira, c'est Gornisht. Shum Davar. Efes, d'accord. Non, et alors? Ce fruit-là, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ce fruit-là, c'est Kedushat Shvit. Alors,
eux qui pensaient que Eter Mechira ça valait quelque chose, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commercialisé ce fruit. C'est mon problème à moi, moi je suis invité chez ma tante. C'est mon problème à moi qu'ils aient commercialisé. On a le droit de manger un truc, Voilà. même s'il est passé par une- Voilà, moi j'ai rien fait, moi c'est pas moi qui ai demandé d'acheter, j'ai pas été au Lifnei, j'ai rien fait. Donc j'ai un fruit qui est Kadosh Shvit, alors mange-le comme on mange les choses qui ont Kadosh Shvit. D'accord? Ça c'est le Rav Abba Shaul. Maintenant, concernant Noah, venons continuer un tout petit peu l'histoire. Et vous avez une salade de tomates. Chaque chouka. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Prends, on peut pas. C'est les bœufs. C'est dans la 7e année, il y a eu la semence, il y a eu la cueillette. Et donc? Le fait que la cueillette s'est passée dans la 7e année, c'est ici, c'est rien, on ne peut pas. Il a fait. C'est Isor Sfichin. Ah, attendez, mais il y a eu Eter Mechira. Réponse, il dit non, mais Eter Mechira c'est Kloum. C'est-à-dire, si je dis que Eter Mechira ça vaut rien, ça veut dire que ce champ à qui il appartenait? À un juif. S'il appartenait à un juif, c'est-à-dire que ces légumes-là, ils sont concernés par Isor Sfichin. S'ils sont concernés par Isor Sfichin, j'ai pas le droit de les manger. Maintenant, je vais vous choquer, mais je suis désolé. Est-ce que j'ai le droit de manger chez cette personne? Cette personne-là, je sais que tout le temps elle est sommée sur Eter Mechira, mais elle me dit Lichvotra, je suis prêt à aller acheter dans un endroit à Eda Haridit. Maintenant, dans ces casseroles, il y a des bliotes de Issour Sfichin. Est-ce que j'ai le droit de manger ou pas? Alors le Chazon Ish, lui, il était catégorique. Pour le Chazon Ish, Eter Mechira, c'est Walou. Donc il y a du Issour maintenant. Donc j'ai pas le droit. Le Rav Abba Shaul, il veut dire qu'il vaut mieux si on peut. D'après le Rav Ovadia, bien sûr que c'est pas la peine de cacheria, c'est cacher. Tu veux être mahmir, sois mahmir, mais c'est cacher. Le Rav Ben Sion, il dit il vaut mieux être mahmir si tu peux. Mais en tous les cas, si tu es invité chez des gens, ou etc., c'est Besséder, il a des preuves, etc.